Bonjour à tous, je suis avec Louis-Jacques Filion. Bonjour. Bonjour. Vous êtes auteur du livre, l'un des livres, parce que vous avez écrit plus de 25 livres, Entreprendre et savoir s'entourer. Exact. Nous allons parler entrepreneuriat aujourd'hui. Dans votre livre, vous parlez de plusieurs questions liées à l'entrepreneuriat et aussi cette fameuse question de savoir s'entourer. Avant de commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement pour les personnes qui vous découvrent aujourd'hui et ensuite on va passer à l'interview. Alors, je viens d'un milieu entrepreneurial. J'ai été élevé dans une famille où nous avions plusieurs petites entreprises et j'ai eu une expérience organisationnelle assez variée. Et par une série de circonstances, j'ai commencé à enseigner à temps partiel l'entrepreneuriat parce que ça n'existait pas. Et je suis devenu professeur en entrepreneuriat. Finalement, on a été parmi les premiers au monde, au Québec, à développer dans les années 1980 des programmes en entrepreneuriat. Et je suis devenu professeur en entrepreneuriat. Et on m'a envoyé faire un doctorat dans un endroit de mon choix. Et j'ai choisi de travailler en systems thinking, en pensée systémique. Alors, j'ai identifié les grands chercheurs dans le domaine et celui qui est un de ceux qui étaient les plus renommés était en Angleterre. Il s'appelle Peter Cheklund. J'ai travaillé 3 ans avec Peter Cheklund sur la pensée systémique et j'ai été le premier chercheur en entrepreneuriat à appliquer des principes de pensée systémique à l'entrepreneuriat. Et d'ailleurs, je peux vous raconter, vous êtes polonais. Et en Pologne, il y a beaucoup de catholiques. Alors, je peux vous-même vous raconter une anecdote. Au cours de mon terrain, j'ai fait 1 année de terrain dans plusieurs pays d'Europe, en Suisse, en Suède, en Finlande, en Écosse, plusieurs petits pays où j'ai étudié sur le terrain des entrepreneurs. Et après 1 an, je suis revenu en Angleterre et j'ai fait un rapport à mon comité et à mon comité de recherche et je leur ai dit, il y a un mot qui revient toujours dans tout ce que j'observe chez les entrepreneurs qui vivent une belle croissance. Ces entrepreneurs-là développent une vision de ce qu'ils veulent faire et de ce qu'ils veulent devenir. Et le terme vision, à l'époque, n'existait pas en gestion. Alors, mon comité a dit, c'est très intéressant, alors on va devoir vous transférer avec les Polonais dans la faculté des études religieuses, parce que c'est le seul endroit où on étudie la vision. alors, je me suis retrouvé entre 2 chaises et éventuellement, la faculté des sciences de l'administration a accepté que je dépose une thèse qui s'appelle Vision, Relationship and Anticipatory Learning. Vision, relation et apprentissage par anticipation, qui était le titre de ma thèse de doctorat. Et j'ai été un des premiers chercheurs en sciences administratives à travailler sur les systèmes de pensée. Alors, mes recherches étaient très terrain et très qualitatives sur les systèmes de pensée et j'ai étudié plusieurs catégories entrepreneuriales, donc les entrepreneurs en croissance, les entrepreneurs qui dirigent des PME, des petites moyennes entreprises, des intrapreneurs, les gens qui jouent des rôles entrepreneuriaux dans les organisations. Et j'ai développé beaucoup de cours et pour chaque cours que j'ai développé, j'ai fait un livre. Donc, j'ai des livres sur le management des PME, sur le développement des PME, sur les entrepreneurs. Et là, on a depuis une vingtaine d'années un plus grand nombre d'entreprises qui sont créées par des équipes et on a pris conscience que les entrepreneurs qui prennent de la croissance sont des gens qui travaillent davantage en équipe que les autres. Alors, c'est ce qui m'a amené à faire ce livre. C'est parce qu'aujourd'hui, on a 75% des entreprises qui sont créées par des équipes, c'est-à-dire plus d'un entrepreneur, 2 ou 3 entrepreneurs ensemble, ou encore
Ils vont prendre de la croissance parce que l'entrepreneur se joint très rapidement des personnes qui deviennent très impliquées avec lui ou avec elle dans le processus de développement de l'entreprise. Alors, ce livre-là est un livre très vulgarisé, c'est-à-dire que j'ai des livres qui s'adressent à des marchés plus sélectifs, des chercheurs ou des gens strictement en entrepreneuriat, mais ce livre-là est publié par le plus gros éditeur au Canada. C'est un éditeur, les Éditions de l'Homme, qui fait des livres qui s'adressent au marché de masse, à tout le monde. Donc, le livre a été écrit, les cas ont été conçus pour être compris par tout le monde. Par contre, ces études de cas, tous mes études de cas sont faites suivant la méthode de Harvard. Ils sont très, très factuels. Et les cas sont écrits de telle façon qu'ils peuvent être lus par toute personne, mais ils peuvent être utilisés par les débutants comme par les doctorants. Parce que derrière chaque étude de cas, il y a aussi l'explication de comment on apprend le métier d'entrepreneur, parce que c'est un métier. Et beaucoup de gens ne comprennent pas qu'être entrepreneur, c'est un métier, comme être avocat, comme être plombier, comme être électricien, comme être ingénieur. C'est un métier qui, la plupart du temps, est superposé à un métier de base. Comme Jean Coutu était un des premiers cas à créer, était pharmacien et est devenu un entrepreneur. Et donc, le livre, les études de cas dans le livre montrent bien comment les gens ont appris ce métier d'entrepreneur et quels sont les éléments de base du métier. Donc, le livre a été conçu pour être utilisé par des étudiants à tous les niveaux scolaires, mais aussi par le grand public. Le livre est très populaire dans le grand public. C'est les gens, puis beaucoup de gens me disent, j'aime ça lire tes études de cas quand je voyage en avion. Les gens me disent, les entrepreneurs, les gens d'affaires, les journalistes me disent, ça c'est une lecture idéale pour moi quand je voyage, mais quand je vais en vacances, etc., parce que c'est écrit pour être facilement compris, mais il y a une structure très rigoureuse derrière cette écriture. Exactement. Oui. Exactement, en fait. Votre livre, ça se lit en fait comme une histoire ou plusieurs histoires, parce que j'ai compté, il y en a 12. Hein. Vous avez parlé de 12 histoires entrepreneuriales à des différents niveaux qui partent de, voilà, comme vous avez dit, Jean Coutu, un pharmacien qui se retrouve au bout des années à la tête d'une entreprise qui emploie 20 000 personnes. Et vraiment, j'appréhendais avant lire les livres que ça va être très académique. Et en fait, au contraire, c'est une histoire, ça se lit comme ça. Et puis, c'est un livre sur lequel on peut le lire à plusieurs étapes, on peut revenir parce que chaque histoire, c'est une histoire à part. C'est une histoire vraie, hyper bien documentée. Et c'est ce que vous dites, un académique peut retirer des chiffres, des choses, il peut avoir ses filtres à lui. Et puis, quelqu'un qui est à la recherche de sources d'inspiration, un jeune qui est en train de se poser la question, mais qu'est-ce que je vais faire dans ma vie? Eh bien, il va lire votre livre, mais il va voir d'une source d'inspiration et vous avez en plus, vous avez bien choisi parce que il y a pharmacie, il y a wellness, il y a l'immobilier, et en fait, il y a de tous les métiers, de tous les différents domaines. Et vous parlez déjà, tout au début, vous avez donné la parole aux entrepreneurs et vous avez mis plusieurs phrases des entrepreneurs qui disent qu'est-ce qu'ils recherchent, qu'est-ce que l'entrepreneuriat pour eux. Et en fait, on se rend compte que ce que vous avez mis, je me suis dit, oh bon, il y a 5-6 pages, mais là, je regarde la page d'après, il y a 2-3 pages comme ça. Et en fait, même les entrepreneurs eux-mêmes, chacun va définir l'entrepreneuriat comme à sa propre manière. Absolument. Maintenant, le livre présente 3 catégories de personnes, parce que je vois que, et ça va être encore plus accentué dans mon prochain livre, parce que le champ de l'entrepreneuriat et la pratique entrepreneuriale aujourd'hui comprend plusieurs types d'acteurs, plusieurs types de personnes.
Et la première partie du livre montre des entrepreneurs au sens classique du terme, des gens qui ont créé leur entreprise et qui l'ont développée. Mais la deuxième partie montre une autre catégorie d'agents innovants, parce que les entrepreneurs, fondamentalement, sont des agents de l'innovation, sont des agents innovants. Et la deuxième partie montre des facilitateurs, donc des personnes qui ont aidé les entrepreneurs à réaliser leur vision. Et les facilitateurs sont en fait des entrepreneurs de processus parce qu'ils sont très innovants pour générer les processus qui vont faire que l'entrepreneur principal, que l'entrepreneur qui est le leader, je l'appelle moi l'entrepreneur impulseur, qui impulse le processus, il a des facilitateurs, donc des entrepreneurs de processus en marketing, en opération, dans différents domaines, qui sont très innovants pour permettre à l'entrepreneur impulseur de réaliser sa vision. Et la troisième partie, ce sont des facilitateurs externes, parce que les entrepreneurs qui prennent de la croissance, non seulement ils savent s'entourer par les personnes qu'ils emploient pour travailler avec eux comme collaborateurs, dont certains vont devenir des partenaires d'ailleurs, mais ils aiment aussi utiliser des expertises externes, donc avoir un comité conseil, un comité aviseur, un conseil d'administration. Et on a 2 cas d'entrepreneurs qui ont développé des expertises comme facilitateurs externes pour créer des comités aviseurs qui vont aider les entrepreneurs à aller plus loin pour développer leur entreprise, prendre de la croissance. Alors, et les cas que j'ai choisis, évidemment, par une banque, je les ai choisis, ceux qui sont présentés dans le livre, parmi une banque de cas, de plus de 300 cas que j'ai réalisés, dont une centaine ont été publiés, mais j'ai une banque considérable de cas qui sont déjà, qui ont été réalisés à partir d'environ 1000 entrepreneurs que j'ai étudiés dans différents pays. Donc, il y a une sélection très rigoureuse. Les entrepreneurs sont très exceptionnels et très différents les uns des autres, les entrepreneurs, les 12 qui sont présentés dans ce livre-là. Oui, justement. Et aussi, en début du livre, vous parlez aussi de cette fameuse question de travailler dans son entreprise versus travailler pour son entreprise, sur son entreprise. C'est quoi la différence entre les deux? Alors, écoutez, là, le livre a été publié en 2017. Il n'y avait pas beaucoup de personnes qui avaient vraiment travaillé là-dessus. Maintenant, on sait que depuis les 2-3 dernières années, c'est un sujet qui a intéressé plusieurs chercheurs. On appelle ça l'ambidextrie, c'est-à-dire travailler sur 2 dimensions en même temps. Alors, il y a le travail dans l'entreprise et il y a le travail sur l'entreprise. Et le problème de beaucoup de gens qui créent une entreprise, c'est qu'ils n'ont pas un niveau d'innovation assez élevé pour générer une profitabilité qui leur permette d'embaucher des personnes pour travailler dans l'entreprise avec eux, et parce qu'ils n'ont pas un niveau suffisamment élevé d'innovation, la majorité des gens qui créent des entreprises, plus de 80%, 90%, sont des gens qui travaillent dans l'entreprise avec une entreprise qui ne va pas dépasser une dizaine de salariés, une dizaine d'employés. Alors que les entrepreneurs qui travaillent sur l'entreprise sont des personnes qui sont essentiellement préoccupées à développer des innovations, des approches nouvelles, des produits nouveaux qui vont faire prendre de la croissance à l'entreprise. Et vous avez là-dessus plusieurs auteurs dernièrement qui ont produit des livres sur ce sujet-là. Il y a entre autres Elmar Mock en Suisse, qui est le créateur de la Swatch, qui a travaillé là-dessus, et d'autres personnes aussi. Mais c'est très important, lorsqu'on crée une entreprise, de réfléchir à
aux innovations et au niveau de l'innovation pour continuer à travailler sur l'entreprise et non pas travailler seulement dans l'entreprise. Parce que le rôle de l'entrepreneur, c'est d'innover et de faire prendre de la croissance à l'entreprise. Autrement, on devient un propriétaire dirigeant d'une une micro-entreprise ou d'une petite entreprise qui ne prend pas la croissance. Alors ici, j'ai voulu montrer assez clairement la différence entre les deux approches. D'accord. Oui, en effet, c'est justement, ça m'a beaucoup parlé dans le sens où euh, un, un entrepreneur impulsaire, celui qui a une vision, celui qui, d'une part, quand il commence, et s'il commence tout seul, enfin, dans certains cas comme ça où il s'associe avec une personne, ça peut, il y a pas mal d'obstacles à surmonter s'il n'y a pas de vision. J'ai beaucoup aimé, vous parlez aussi, vous avez noté ici, je laisse devant moi, euh, les, euh, les points qu'a noté Luc Maurice, euh, qui a noté justement pour la pratique entrepreneuriale. Et l'une des premières choses dont il parle, c'est rêver. N'acceptez pas le status quo ni façon de faire habituelle. Demandez conseil à des gestionnaires de risques, surtout pour des structures financières. Et gérez bien vos risques financiers. Sachez bien vous entourer aussi. Il parle de ça. Et justement, quel est le rôle parce qu'on sait, bien s'entourer, c'est vrai, c'est super important. Maintenant, est-ce que d'une manière, dans vos observations, comment vous avez étudié les entrepreneurs, vous les avez rencontrés, vous les connaissez tous, je suppose, hein, ça m'intéresse aussi de savoir comment vous avez procédé pour qu'ils vous donnent autant d'informations, etc. Mais le rôle justement de s'entourer, c'est tellement important. Absolument, c'est majeur. Ça va faire la différence. Et la façon suivant laquelle je procède, c'est que dans nos cours à HEC Montréal, nous invitons souvent des entrepreneurs à venir faire des interventions et parler aux étudiants de leur vie, etc. Donc, si un cours a une durée de 3 heures, on va réserver la dernière heure pour avoir des entrepreneurs en classe. Donc, à chaque année, j'ai eu une cinquantaine d'entrepreneurs différents qui sont intervenus pardon, comme conférencier dans mes cours. Et là, je peux identifier des personnes avec qui je vais vouloir faire des entrevues plus approfondies par la suite. Pardon. Alors là, je vais faire des entrevues qui sont enregistrées avec ces entrepreneurs-là, des entrevues qui durent environ 3, 5, 8 heures, ça dépend, ça peut être très long. Excusez-moi. Et les entrevues sont transcrites et à partir de la transcription des entrevues, on va rédiger une première esquisse d'étude de cas et après, on va continuer à faire d'autres entrevues. Maintenant, vous savez, j'aimerais revenir sur ce que vous avez soulevé là, sur Jean Coutu. Alors, pour les auditeurs, le cas Jean Coutu, c'est un cas très intéressant parce que M. Coutu avait acheté une très petite pharmacie. Et pour pouvoir payer son hypothèque, il a commencé à vendre toutes sortes de produits autres que des produits pharmaceutiques. Et il est arrivé une situation un jour où il a décidé d'offrir ses produits en vente à escompte, parce qu'il y avait déjà des magasins autres que des pharmacies qui vendaient à escompte. Et lui, il a décidé de vendre à escompte. Et sa pharmacie est devenue très populaire. Il en a ouvert une autre et une autre. Et il s'est retrouvé, après quelques années, avec des centaines de pharmacies. En passant, pour votre information, M. Coutu a vendu son entreprise l'année passée. Il l'a vendu pour 4,5 milliards. Wow. Est-ce que, juste une petite question par rapport à vente à l'escompte, c'est quoi exactement? C'est-à-dire qu'il vendait ses produits 10 % moins cher. Les magasins qui vendent à escompte vendent en général 10 % moins cher que les autres magasins dans les mêmes marchés.
D'accord. Alors lui, il vendait 10% moins cher que les autres pharmacies, mais il a développé un volume très grand parce qu'il vendait moins cher, il y avait beaucoup de volume et il a fait une fortune colossale avec ça. Je rencontre ces entrepreneurs, je fais des entrevues, mais je les rencontre périodiquement. Monsieur Coutu, j'ai commencé à faire des entrevues avec lui dans le milieu des années 1980. Donc, Wow. ça fait près de 40 ans que j'ai fait des entrevues avec lui, que je suis son activité et ça me permet de comprendre les cas qui sont là, les cas qui sont présentés dans le livre. Ce sont des entrepreneurs que j'ai étudiés pendant beaucoup d'années et ça me permet d'aller très profondément sur la compréhension de ce qu'est de ce qu'est leur métier, comment ils l'exercent. Par exemple, Monsieur Coutu, un jour, et là, on devient le confident de l'entrepreneur aussi. Un jour, M. Coutu me dit, je dois me prendre un associé parce que je fais beaucoup d'acquisitions et j'ai besoin de quelqu'un pour gérer les finances de l'entreprise. Donc, on a longuement discuté sur les critères pour recruter et trouver un associé, avoir un associé qui va intégrer son entreprise. L'entreprise était assez petite à l'époque. Mais 10 ans plus tard, un jour, M. Coutu me dit, Monsieur Filion, j'ai un problème parce que je vais devoir me départir de mon associé, qui est devenu un ami, mais il me dit, j'ai réalisé que moi, Jean Coutu, je suis un entrepreneur parce que moi, pour moi, ce qui est important, c'est la croissance de mon entreprise et le développement de mon entreprise et d'intégrer des innovations et de continuer à faire des acquisitions. Mais je vois que pour mon associé, ça le rend très nerveux. Ça le rend très nerveux qu'on fasse des acquisitions, parfois à l'extérieur du Canada, aux États-Unis, ailleurs au Canada. Et lui, il me dit, j'ai compris que mon associé, lui, n'est pas un entrepreneur, c'est un gestionnaire de la finance. Alors que moi, je suis un entrepreneur parce que j'ai compris que j'étais un entrepreneur. En travaillant avec mon associé, j'ai compris que pour moi, ce qui est important, c'est le développement. Et ça, c'est très intéressant parce que là, en ayant une relation suivie avec un entrepreneur pendant beaucoup d'années, ça nous permet de comprendre comment il évolue, comment il voit son métier. Et M. Coutu me dit, vous savez, aujourd'hui, avec la valeur de l'entreprise, je vais devoir acheter mon partenaire. J'ai besoin de 300 millions de dollars. 300 millions de dollars. À l'époque, l'entreprise était une moyenne entreprise. Et il faut que j'ai 300 millions pour racheter ses actions dans notre entreprise. Alors, là, il m'a expliqué les montages financiers qu'il est en train de faire pour pouvoir racheter les parts de son associé et trouver des collaborateurs qui vont être autres que le partenaire qu'il avait, d'autres types de collaborateurs pour travailler sur l'innovation de la distribution, l'innovation du marketing, l'innovation de la publicité. Alors, c'est très intéressant les cycles que vit l'entrepreneur et la façon dont il va s'entourer va faire toute la différence. Pour revenir à Luc Morris, que vous avez évoqué, un jour, on m'a contacté de l'entreprise Luc Morris et on m'a demandé d'aller faire des formations pour les cadres supérieurs de l'entreprise. Il y avait à l'époque environ 30 à 40 personnes qui étaient des dirigeants dans cette entreprise. Et Luc Morris, sa philosophie, c'était que chaque dirigeant de chaque unité d'opération, chaque résidence pour personnes âgées, parce que chaque résidence est un complexe qui a plusieurs centaines d'appartements et de condominiums. Alors, qui emploie plusieurs centaines d'employés, c'est considérable. Alors, Luc Morris a commencé à la fin des années 90 et j'ai suivi son cheminement. Il a vendu en passant l'année passée. Il a vendu une grande entreprise internationale
mais il a gardé 15% des actions. L'entreprise vaut beaucoup, beaucoup de milliards maintenant, parce qu'ils ont 30 résidences. Chaque résidence vaut pratiquement 1 milliard. C'est très grand. Alors, Luc Morris, quelqu'un dans son organisation m'a contacté pour me demander de faire des formations au cadre supérieur. Alors, j'ai fait une formation d'une journée au cadre supérieur de Luc Morris pour montrer comment ils pouvaient mieux entourer l'entrepreneur en étant eux-mêmes plus entreprenants, plus innovants, parce que c'est le mandat que Luc Morris m'avait confié. Alors, quand on a eu terminé, Luc Morris m'a demandé combien est-ce que je vous dois, combien d'honoraires est-ce que je vous dois, et je lui ai dit, dans votre cas, vous ne me devez rien, mais vous me devez venir dans mes cours pour parler à mes étudiants, pour leur montrer qu'est-ce que c'est que devenir entrepreneur. Alors, jusqu'à ce que je prenne ma retraite, 20 ans plus tard, Luc Morris est venu à chaque année parler à mes étudiants et j'ai pu aussi faire des entrevues avec lui, suivre son cheminement et voir le développement de cette entreprise où lui, il a formé ces gens à devenir des agents innovants très articulés, très impliqués, parce que lui, il voulait que tout le monde, il laissait beaucoup d'espace aux personnes. Et fondamentalement, mon livre prend des écrits théoriques que j'ai écrits, qui montrent que l'entrepreneur est aussi un gestionnaire d'espace. Parce qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui veut occuper un espace dans le marché, mais pour garder une organisation très innovante, il faut garder beaucoup d'espace aux personnes, que les personnes que vous embauchez, qui sont dans des postes de responsabilité, aient beaucoup de marge de manœuvre pour faire ce qu'ils veulent. Alors, l'entrepreneur est aussi un gestionnaire d'espace, des espaces de soi, des espaces sur le marché et de laisser des espaces aux autres pour faire ce qu'ils veulent faire. Alors, c'est soulevé dans le livre, c'est indiqué. Il y a quelques pages où je développe ce concept-là, mais j'avais déjà des écrits là-dessus dans un autre livre, des écrits plus théoriques, où j'avais montré que l'entrepreneur est une personne qui non seulement développe des innovations, des choses nouvelles, mais aussi qui gère des espaces. L'espace de soi, l'espace de marché et l'espace des autres. Et Luc Morris a été génial pour faire ça. Et c'est ce qui a permis d'avoir une croissance aussi forte qu'il a eue. Ben, justement, j'ai beaucoup aimé cette histoire de Luc Morris. C'était quelqu'un qui, jusqu'à l'âge de 40 ans, il était employé il était employé dans des entreprises. Bon, il avait des postes à responsabilité. Et à l'âge de 41 ans, quelque chose comme ça, il a pris euh, une retraite, une sorte il s'est retiré pour se poser des questions sur sa vie. Quelque part, dans la créativité, on appelle ça une pause d'incubation. Et en fait, c'est assez intéressant ce que vous dites parce que après, il disait, ça doit être quelqu'un de très créatif, vu qu'il apporte tellement d'importance que ses employés aient une liberté de créativité. Ça, c'est aussi une confiance. Il faut donner une confiance. Mais c'est ça aussi cette question. Un entrepreneur, c'est quelqu'un de la part de créativité chez un entrepreneur, surtout chez l'impulsaire, c'est tellement important. Oui, mais là, Luc Morris, j'aimerais revenir sur ce que vous avez évoqué sur Luc Morris. Il a fait une période d'incubation. Et ça, c'est intéressant. Lui, dans son cas, ça a duré 16 mois. Mais vous savez, beaucoup de gens autour de la quarantaine vivent une période où ils questionnent le sens de leur existence. Je vais avoir 40 ans cette année. Mais écoutez, ça arrive à toutes sortes d'âges. En Pologne, où vous êtes très catholique, et vous savez, Jésus a vécu 40 jours dans le désert. Oui. C'est une forme d'incubation. Et il y en a que c'est 2 mois, il y en a que c'est 3 mois. Et moi, parce que j'ai fait plusieurs livres, les entrepreneurs me contactent et me disent, je vais réfléchir et sur quoi est-ce que je devrais réfléchir? Mais fondamentalement, c'est réfléchir sur sa vie et comment je vais donner un sens à ma vie parce qu'aujourd'hui, l'entrepreneur crée une entreprise beaucoup parce qu'il veut avoir une contribution communautaire, une contribution à la société, une contribution à l'écologie.
Et Luc Morris, depuis qu'il était très jeune, a toujours été très préoccupé pour faire des contributions à la société. Pour lui, ça, c'était très important. D'ailleurs, pour lui, il n'a pas créé des résidences pour personnes âgées. Il a créé ce qu'il appelle des villages où les gens vont se retrouver en communauté pour mieux vivre la dernière étape de leur vie. Et chacune de ces résidences est un énorme complexe qui a des animateurs sociaux et il y a beaucoup d'activités sociales dans ces résidences où on recrée des milieux de vie où les gens sont comme dans un village, où ils vivent ensemble, etc. Et, et d'ailleurs, Luc Morris, une des dernières fois qu'il est venu dans un de mes cours, il y a eu une question d'un étudiant qui lui a demandé: Monsieur Morris, avec toute l'expérience que vous avez maintenant, et vous visitez, Luc, il va manger le soir avec des gens dans les résidences. À chaque journée de la semaine, il va manger le soir dans une résidence différente. Il connaît beaucoup, beaucoup de gens dans ces résidences. Et l'étudiant lui a demandé: qu'est-ce que vous trouvez de particulier dans vos résidences? Et Luc Morris a dit: ce qui est très particulier, c'est les relations d'amour qui naissent entre des personnes âgées. Parce qu'on a beaucoup de gens qui sont veufs ou veuves, Ouais. ou des divorcés ils ont 80 ans, ils n'ont personne dans leur vie, leurs enfants vont les visiter quelques fois par année, mais il se crée beaucoup d'amitié, beaucoup de relations de gens qui créent des liens affectifs très forts dans mes résidences. Et lui, il dit souvent: pour moi, ça, c'est très important. Alors, les entrepreneurs vivent souvent cette période d'incubation et on a développé beaucoup de programmes d'entrepreneuriat et de création d'entreprises dans les universités, les écoles de gestion et beaucoup d'endroits comme ça, mais on voit qu'il y a différentes strates d'âge où les gens vont devenir entrepreneurs. Et il y a la trentaine, la quarantaine et la cinquantaine, et on a même dans la soixantaine des gens qui décident de créer des entreprises parce que c'est une façon, être entrepreneur, c'est aussi donner un sens à sa vie en créant quelque chose de particulier. Et j'ai voulu montrer ça à travers les études de cas qui sont dans ce livre-là. Vous parlez aussi des 5 phases de l'expression entrepreneuriale. Ça rentre super dedans. La première, c'est le concept de soi. Donc, cette fameuse, qu'est-ce que je veux, quelle est ma mission de vie, ou se poser la question justement. Vous dites, ce n'est pas juste une question de gagner de l'argent, mais c'est une question de quelle manière je peux contribuer à la société et la faire grandir. Et ça, c'est très important. Pour moi, c'est super important. Et c'est vrai que de plus en plus de personnes pensent de cette manière, et j'adore moi-même, qui réseaute pas mal en Pologne ou en France, justement de parler avec des personnes comme ça, qui portent des valeurs et qui ont des visions. Ensuite, c'est la partie d'apprentissage, mise en forme. Apprentissage qui est super important, ça fait partie des compétences clés du 21e siècle pour moi. Réflexion, donc évaluation, écosystème entrepreneurial, réseau, relations. Donc, c'est super beau ce que vous avez dit, aussi les relations par rapport entre les personnes âgées dans les villages, de Luc Luc Morris. Maurice. Et ensuite, la mise en œuvre, un système d'activité innovant. Et encore, on revient à l'innovation et on doit toujours réinventer ce monde. Surtout, on est en train de tourner pendant la pandémie de coronavirus. Peut-être un point là-dessus. Vous avez peut-être aussi, vous parlez aussi peut-être encore avec les entrepreneurs. Le monde va encore devoir se réinventer. Oui, oui, le coronavirus va changer nos modes de vie. Et entre autres, ce que nous sommes en train de faire tous les deux aujourd'hui, qui est une relation de télétravail, va s'accentuer de façon massive. Vous savez, dans un de mes cours, j'avais une séance, un cours MBA, où j'ai des gens qui ont entre 25 et 45 ans. Et j'avais une séance sur les organisations du futur.
et mes étudiants devaient partager ce qu'ils pensaient, comment vont être les organisations du futur. Et un de mes étudiants, il y a quelques années, dit, moi, je suis vice-président au Canada pour Google. Et j'ai fait partie pendant 2 ans d'un groupe de travail international de Google où on est un représentant par pays, on est une douzaine de pays, et on se rencontre une fois par année et on discute comment va être le marché du travail de l'avenir. Et notre conclusion, c'est que dans 20 ans, on va avoir 80% des gens qui vont travailler de leur propre résidence. On n'aura plus ces embouteillages de circulation, ces bouchons de circulation, comme on a aujourd'hui. Et alors, lui, il dit, les systèmes publics sont toujours en retard. Aujourd'hui, on est en train de développer beaucoup le transport en commun, mais dans 20 ans, les gens vont travailler chez eux. Et le coronavirus va avoir beaucoup accéléré ce processus-là, parce qu'on voit aujourd'hui, c'est incroyable ce qui est en train de se passer au niveau de l'enseignement, au niveau de l'organisation du travail. Il y a un déplacement vers le télétravail qui va changer beaucoup, beaucoup de choses dans notre société dans les années à venir. Et aussi, il y a une prise de conscience écologique très forte. Oui. La jeune génération aujourd'hui sont très axés dans leur processus de création d'entreprise sur la création d'entreprises qui vont générer une valeur additionnelle pour la qualité de la planète. Parce qu'on a besoin de faire attention à notre planète. Nous, la race humaine, on n'a pas été très bon pour notre environnement. Chaque société a abusé des ressources naturelles de son environnement. Et aujourd'hui, on voit chez les jeunes une très grande conscience écologique qui se développe. Et il va de pair avec ça aussi une certaine conscience sociale. Et vous remarquerez que dans mon livre, il y a des études de cas de femmes aussi. Oui. Et on a dans tous les pays une augmentation du pourcentage des femmes qui deviennent entrepreneurs. Alors, quand on a commencé avec nos programmes en entrepreneuriat dans les années 80, on avait environ 3% de femmes qui créaient des entreprises dans les pays développés. Et c'était beaucoup plus élevé en Afrique. En Afrique, il y avait beaucoup plus de femmes qui étaient entrepreneurs que d'hommes à l'époque. Mais dans les pays développés, il y avait plus d'hommes qui devenaient entrepreneurs que de femmes. Mais on a une augmentation de 1% environ par année de plus de femmes qui deviennent entrepreneurs. Aujourd'hui, dans tous les pays développés, en Europe et en Amérique du Nord, on a environ 30 à 35% des créations d'entreprises qui sont faites par des femmes. Et les femmes ont en général une conscience sociale et écologique plus grande que Exactement. Celle des hommes. Je suis 100% d'accord avec vous. Elles sont beaucoup plus attentives aux besoins particuliers de leurs employés, de leurs salariés, et elles ont une préoccupation sociale plus grande. Elles sont moins axées sur la croissance, mais elles ont des entreprises qui sont plus pérennes et plus balancées écologiquement par rapport à l'écologie externe et par rapport à l'écologie sociale interne aussi. Alors, on est en train de voir, déjà, on était dans des changements, mais ils vont s'accélérer. Ça, c'est certain. On va voir une grande accélération de ces changements-là. Et on voit aussi des contradictions. Parce que vous regardez des pays comme les États-Unis qui sont le leader mondial économiquement parlant, mais à l'interne, nous, on voit les Canadiens, on est proche des États-Unis. Moi, je demeure à 30 minutes de la frontière américaine, je connais bien les États-Unis et on va souvent là. Mais à l'intérieur, c'est un pays c'est le seul pays développé qui n'a pas de programme universel pour les soins de maladie, pour les soins de santé. Alors, c'est un pays à l'interne qui est très chaotique. Et on le voit d'ailleurs là, avec le virus, une progression qu'ils ont de la difficulté à arrêter. Et le président n'a pas d'intérêt pour la santé, il a de l'intérêt pour l'économie. Et c'est un pays qui est très axé sur la performance économique.
Et on voit avec des périodes comme ça, des pays on va voir des changements de la configuration sociale et le rôle que jouent les pays en termes de leader dans le monde. On peut voir en Europe, les pays scandinaves et l'Allemagne ont très, très bien géré le processus. Je ne sais pas comment ça se passe en Europe de l'Est, parce que je n'ai pas beaucoup d'informations, mais je regarde les nouvelles tous les jours de France, de Suisse, de Belgique, d'Italie, d'Espagne, et on voit là que l'Europe est presque comme divisée en deux, et le nord de l'Europe va créer des nouveaux modèles qui vont avoir des effets certainement très marqués dans la façon suivant laquelle l'innovation va se réaliser dans les années à venir. Et on peut voir un déplacement vers une préoccupation des gens qui innovent vers des préoccupations sociales et écologiques. On avait déjà dans la jeune génération des préoccupations écologiques, mais on peut voir là des gens qui créent beaucoup de nouvelles entreprises avec des préoccupations sociales et communautaires. Mhm. En ce qui concerne, merci beaucoup pour cette prospective aussi, parce que c'est la valeur ajoutée justement de l'interview. Il n'y a pas ça dans le livre, parce que vous avez écrit le livre avant coronavirus. Ouais. Et là, c'est vrai que c'est comme une nouvelle distribution de cartes. Et puis, Ouais. voilà, les pays. Bien sûr, ça va de plein fouet. Il y a plein de gens qui vont souffrir. Et d'autre part, des entrepreneurs, des personnes proactives et entreprenantes vont voir de nouvelles opportunités et vont créer de nouvelles opportunités. On va voir aussi pour la Pologne, ça bouge aussi pas mal. Je suis pas mal de choses. Au niveau gestion de la crise, ça se passe très bien en Pologne. Il n'y en a pas beaucoup de cas parce que le confinement a été fait très, très rapidement. Dès qu'il y avait 17 cas officiel en Pologne. La Pologne a fermé les frontières et puis a procédé au confinement. Donc, du coup, aujourd'hui, on a peut-être 350 morts. Après, on va voir comment ça va se dérouler, etc. Vous avez dit une chose. On va arriver à la fin de notre interview. Il y a une dernière thématique que j'aimerais bien juste mettre, parce que vous parlez, vous mettez un grand point là-dessus dans le livre. D'une part, donc, l'entrepreneuriat, c'est le sport d'équipe. Et ça, c'est vraiment pas comme avant. Je suis pas solo, je suis pas John Wayne de l'entrepreneuriat, je suis pas tout seul à faire tout. C'est vraiment un sport d'équipe. Et ça, c'est l'une des choses que j'ai retenues. Et la deuxième chose, c'est que vous parlez aussi d'un point, comparé la franchise la franchise et l'entrepreneur. Et les franchisés qui disent OK, je suis à mon compte, etc. Mais en fait, voilà, c'est quoi la différence entre un entrepreneur et un franchisé pour vous? Mais vous savez, le franchisé, il doit respecter les règles de l'entreprise. Donc, le franchisé, il doit suivre les règles qui ont été établies par l'entreprise pour opérer cette entreprise-là. Mais il y a différentes sortes de franchises. Par exemple, une franchise McDonald's ou les franchises à l'alimentation, McDonald's, Kentucky Fried Chicken, Burger King et tout ça, ce sont des franchises où vous devez suivre méticuleusement les règles du franchiseur. Le franchisé doit suivre de très près les règles du franchiseur et le franchisé ne peut pas développer de nouveaux produits ou de nouvelles approches. Alors que dans les magasins, les dépanneurs et les petits magasins de quartier, on a en Amérique du Nord des grandes chaînes. On a Couche-Tard et Circle K et Ingo en Europe, dans 8 pays, qui est une entreprise québécoise, une multinationale québécoise, qui a plus de 15 000 dépanneurs, donc des petits magasins d'alimentation et de services qui vendent aussi généralement de l'essence. Alors, dans ces magasins-là,
les franchisés peuvent exercer leur rôle entrepreneurial un peu plus grand parce que chaque magasin, chacun de ces dépanneurs, chacun de ces petits magasins est dans une ville ou un quartier de ville où les besoins sont différents. Donc, les produits qu'on va vendre, la façon de le vendre, les promotions à faire vont être différentes. Donc, il y a des systèmes de franchise qui permettent aux franchisés et qui encouragent les franchisés à jouer un certain rôle entrepreneurial à l'intérieur des règles de l'organisation. C'est le cas de Couche-Tard, Circle K, Ingo et quelques autres, alors que dans l'alimentation, c'est très strict. Dans la même chose, dans les automobiles, le domaine de l'automobile, c'est très strict. Les franchisés doivent suivre très attentivement les règles du franchiseur. Mais généralement, un franchisé, c'est quelqu'un qui a un profil complètement inverse de celui de l'entrepreneur. Parce que le franchisé est quelqu'un qui généralement n'aime pas le risque et quelqu'un généralement qui a un peu plus de moyens financiers que beaucoup de gens qui deviennent entrepreneurs. Parce que beaucoup de gens qui deviennent entrepreneurs, c'est des gens qui osent faire des choses nouvelles, différentes, mais qui n'ont pas beaucoup de moyens financiers pour démarrer leur entreprise. Alors que les franchisés sont des gens qui ont un peu plus de moyens financiers, ils s'achètent une franchise et ils ne veulent pas agir comme des entrepreneurs, ils veulent simplement suivre les directives du franchiseur. Alors, ce sont des profils très différents. Mais il y a des endroits, aux États-Unis, on appelle entrepreneurs les gens qui opèrent des franchises comme des gens qui créent des entreprises, mais c'est, à mon avis, une erreur parce que ce n'est pas la même chose. Un franchisé n'est pas un entrepreneur parce que pour être entrepreneur, il faut créer une innovation, il faut créer un produit, il faut créer une entreprise, il faut créer quelque chose de nouveau. Ou si on achète une entreprise existante, pouvoir la renouveler, pouvoir apporter des processus nouveaux pour vendre, pour des nouveaux produits, des nouvelles façons de faire qui vont exprimer notre capacité innovante. Alors que le franchisé, lui, c'est quelqu'un qui est très généralement bureaucratique. C'est quelqu'un qui respecte, comme dans la bureaucratie, les règles qui existent déjà. Donc, ce sont deux profils totalement différents. Très bien. Je vous remercie énormément pour votre partage. Nous mettons aussi le lien vers le livre ici ou ici ou ici, je ne sais plus où est-ce qu'il va être, le lien pour pouvoir acheter votre livre en physique et aussi en e-book. Et on pourra mettre aussi, si vous voulez bien, le lien vers votre page Internet. Oui, j'apprécierais. Que personne puisse bon. voilà, vous suivre un petit peu. Me l'envoyer, je vais le mettre, oui. Et encore une fois, merci pour votre partage qui complète super bien le livre. Et je vous dis à très bientôt. Et merci pour vos questions très pertinentes et très intéressantes. Merci. Au revoir. Merci à vous. Au plaisir.